Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos têtes, le podcast qui explore ce qui nous façonne, nous hante et nous élève. Aujourd'hui, je suis ici accompagnée de deux invités pour un épisode un peu spécial. Donc dans le cadre du podcaston, j'ai choisi de représenter l'association Jalmalve Poitiers, association accompagnant les personnes en vie jusqu'à la mort, ainsi que les personnes endeuillées. Pour cela, François et Edith, bénévoles de l'association, ont eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de Jalmalve pour en savoir un peu plus. Donc pour découvrir l'association, c'est ici. Alors installez-vous bien, on plonge dans le sujet. Donc bonjour à tous les deux. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour parler de votre association. Je suis très contente de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans mon podcast. Donc tout d'abord, j'aimerais savoir si vous pouviez vous présenter pour nos auditeurs et auditrices. Voilà, je m'appelle François Lagrange. Je suis retraité depuis 3 ans. J'ai connu Jalmalve parce que, je suis venu à Jalmalve pour 2 raisons. J'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans, et dans la famille, le tabou de la mort était tellement fort il a fallu attendre mes 30 ans pour pouvoir parler de lui, de sa mort. Et donc, c'était un grand manque. Et il y a quelques années, j'ai été accompagné une amie, qui est décédée maintenant, d'un cancer de poumon, et je l'ai accompagnée en soins palliatifs. Et c'était pour moi un accompagnement tellement extraordinaire que j'ai dit il faut que je fasse quelque chose dans cet ordre-là. Donc dès que j'étais retraité, je me suis engagé dans Jalmalve. Et maintenant, me voilà président. Très bien. Donc François, merci. Et donc Edith ? Alors, je m'appelle Edith, j'ai 61 ans, je suis mariée, je n'ai pas d'enfants. Je suis native de Franche-Comté, j'ai beaucoup déménagé, donc j'ai rencontré plein de belles personnes. J'ai une passion, le chant choral, et je suis arrivée à Jalmalve parce que j'étais très sensible à l'isolement des personnes âgées. Et je me disais qu'il fallait absolument faire quelque chose pour les accompagner. Donc, je suis arrivée à Jalmalve et j'accompagne en EHPAD. D'accord, très bien. Enchantée en tout cas à tous les deux. Merci. Et donc, vous êtes ici pour présenter l'association Jalmalve. Donc, est-ce que vous pourriez la présenter ? Oui, bien sûr. On est là pour ça aussi. Donc, l'association Jalmalve a vu le jour à peu près dans les années 80. Il faut peut-être redire ce que ça veut dire. Le terme Jalmalve, c'est jusqu'à la mort, accompagner la vie. D'accord. Excuse-moi. Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Donc, c'est une association qui a vu le jour dans les années 80, parce qu'avec le progrès de la médecine, l'acharnement thérapeutique a posé question. Et la douleur, le bien-être du malade n'était pas toujours pris en compte, parce qu'il fallait absolument guérir. Et donc, les conditions de fin de vie étaient difficiles. Et une partie du corps médical et des citoyens se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cet acharnement thérapeutique. Donc, c'est comme ça que Jalmalve est né. Donc, Jalmalve est un mouvement laïque sans appartenance confessionnelle, politique et philosophique. C'est une association qui est ouverte à tout le monde, qui vient de tout horizon et qui partage les mêmes valeurs. Je pense que c'est la chose la plus importante. Et l'association a pour objectif de faire évoluer le regard de la société sur la mort et la vieillesse. Aujourd'hui, les personnes malades, âgées, sont un peu effacées de la société. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Et la mort se fait discrète, le deuil aussi. Les gens meurent à l'hôpital et le deuil est de plus en plus effacé. Donc, on pense que c'est important de remettre un peu la mort plus visible. Oui, bien sûr. Voilà, pour ne pas la cacher. Elle fait tellement peur qu'on ne veut pas la voir, alors qu'effectivement, c'est plus important de regarder les choses en face et de faire évoluer notre regard et notre accueil de la chose qui est inévitable. Bien sûr, on passera tous par là aussi. On est tous concernés par la mort. Oui. Et on s'aperçoit que le fait de ne pas en parler peut provoquer des traumatismes. C'est une souffrance. Voilà. Et puis aussi, comme objectif, c'est de contribuer au développement des soins palliatifs. Donc Jalmalve va participer à la création de la SFAP.
Et la SFAP, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Le troisième objectif, c'est d'accompagner les personnes en fin de vie. C'est un des plus gros objectifs de Jeanne Mal. Donc, après avoir suivi une formation exigeante, quand même, parce qu'on n'y va pas comme ça, les bénévoles peuvent accompagner des malades et des personnes âgées. Parce que souvent, on parle des soins palliatifs, mais de plus en plus, il y a un besoin avec les personnes âgées. Et accompagner, c'est être présent, à l'écoute, sans juger. C'est important de ne pas juger. Et être respectueuse de la personne. Voilà. D'accord. Et le quatrième objectif, et le dernier, c'est de soutenir les familles, les proches et les soignants, qui ont aussi besoin des fois d'être écoutés. Oui, bien sûr. Voilà. Souvent, quand on va visiter, qu'on va voir des personnes âgées ou des malades, on rencontre aussi les familles qui ont un poids difficile à porter, le fait d'être impuissant, de voir la personne souffrir. Donc, on est là aussi pour les écouter. D'accord. En tout cas, c'est très beau ce que vous faites. Oui. Tu veux rajouter quelque chose, aussi, notre accompagnement ne s'arrête pas effectivement à la mort. On accompagne aussi les personnes endeuillées. Voilà, c'est un autre volant de notre accompagnement. D'accord. Et donc, je suppose que vous avez des valeurs qui vous animent dans l'association. Voilà, oui, effectivement, on a 3 valeurs essentielles qui nous animent. C'est premièrement la dignité de la personne humaine. Comme effectivement dans ce qui est dit dans les droits de l'homme, voilà, c'est inaliénable. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas digne. C'est du moment qu'on est humain, qu'on est né, la dignité, on ne peut pas l'atteindre. Par contre, ce qui peut être atteint, c'est l'estime de soi. Effectivement, on peut se sentir nul, on peut se sentir inutile. Voilà. Et là, on a, nous, d'accompagnement, un travail à faire, mais chaque être humain est digne d'exister. Bien sûr. Moi, je sais que j'ai toute ma carrière, je l'ai fait avec des personnes très grandement, des adultes très grandement handicapés qui n'avaient pas la parole, certains qui ne pouvaient pas même manger seuls et tout. Et c'était quand même des êtres humains dignes de vivre. Ouais, donc c'est important, ce terme de la dignité. Ça, c'est une valeur très importante. La deuxième valeur, c'est le respect de la vie. On n'accompagne pas des personnes mourantes, on accompagne des personnes vivantes, malades, effectivement, âgées, peut-être, en fin de vie, mais on accompagne la vie. Effectivement, et nous rencontrons des personnes avec toutes ses peurs, les doutes, mais aussi ses joies, ses envies, ses ressentis. Et ça, c'est capital pour nous. Et la troisième valeur importante, c'est la solidarité. Effectivement. Exister, pour nous, c'est être en lien. Donc, effectivement, et reconnaître l'autre comme un frère. On ne peut pas, effectivement, comme disait Edith, accepter qu'il y ait des personnes isolées, seules, et parce qu'elles sont âgées, parce qu'elles ne correspondent pas aux normes et tout. Ouais. Bon, il n'y a pas que ça qui isole, mais nous, on ne peut pas faire partout. Donc, on est centré là-dessus. C'est déjà très beau ce que vous faites. Et ce qui est important dans l'accompagnement, c'est que vraiment, on représente la société. Quand on va rencontrer quelqu'un à l'hôpital, par exemple, il y a beaucoup d'infirmières, il y a beaucoup d'aides-soignants qui accompagnent, qui sont à l'écoute. Mais là, on vient représenter la société qui vient s'intéresser quand même, pas parce qu'on est malade qu'on est hors de la société. Voilà, c'était les 3 valeurs importantes que je voulais dire. L'association, donc, à Poitiers, pour l'instant, on est une 50aine d'adhérents, et donc la moitié de bénévoles actifs, avec à peu près 18 qui accompagnent les personnes en fin de vie, et 3 qui accompagnent les personnes endeuillées. D'accord. Voilà. Et au niveau de l'accompagnement, ce qui est important de savoir, c'est quand quelqu'un veut accompagner, on propose déjà 4 week-ends de formation, et une formation assez conséquente et surtout basée sur ce que c'est que les soins palliatifs, mais surtout être en capacité d'écoute véritable de la personne qu'on va rencontrer. D'accord. On ne va pas dire il faut faire ça, il faut faire ci, faire ça. Non. Comment vous êtes et tout. Et c'est une vraie rencontre d'humain à humain.
Et donc, cette formation-là, vous m'avez dit tout à l'heure, elle se fait avec une psychologue, c'est ça? Tout à fait, D'accord. effectivement. Voilà. Et c'est très important, tout le long du parcours, que ce soit formation initiale, formation continue, et aussi par tous les mois, il y a ce qu'on appelle un groupe de parole. Il y a une psychologue qui vient, et donc c'est obligatoire pour chaque bénévole de pouvoir déposer son fardeau, parce qu'effectivement, on aborde des questions essentielles qui peuvent nous remuer, et c'est important de pouvoir décharger son fardeau, et aussi d'entendre les autres, et on progresse à chaque fois dans une écoute et un accueil de l'autre. Oui, bien sûr. C'est vrai que ce que vous attendez est souvent assez dur, donc c'est important d'avoir un lieu où on peut vraiment... Et ce que je voulais dire là, on entend des choses dures, mais on entend aussi de la joie. Par exemple, la prochaine formation continue qu'on fait dans 15 jours, ça sera autour du thème de la joie. C'était le congrès de l'année dernière de Jalmave, effectivement, la joie dans l'accompagnement. On rencontre aussi la joie. Pardon, mais finalement, on rencontre effectivement beaucoup de difficultés, de tristesse, de peur, de colère, enfin voilà. Mais on rencontre aussi de la joie. C'est vrai qu'on a tendance à identifier la fin de vie à la tristesse, alors qu'effectivement, comme vous le disiez, ça reste des personnes qui ont de la vie, et donc des émotions positives aussi. Tout à fait, et on met l'accent là-dessus aussi. Mais on écoute aussi et on accueille toute parole. On ne dit pas « Ah non, ça on ne veut pas entendre. Oui, non, c'est important d'être capable d'entendre tout. Oui, dans l'acceptation totale de l'autre. Tout à fait. Et donc, juste petite question, Edith, tu es bénévole, c'est ça? Oui. Et François, tu es président de l'association? Je suis aussi bénévole. J'accompagne aussi. Et voilà, le cœur, c'est pour moi, effectivement, ce qui est important, c'est d'accompagner. Et quand je suis arrivé, il y a une vacance de la présidence. Et je me suis retrouvé président pour que l'association puisse continuer. Mais c'est pas mon envie première, je voulais préciser. C'était rencontrer les personnes, c'est ça qui me motive. D'accord. Et donc, François est président bénévole. Et toi, tu t'occupes des formations bénévolement? Oui. C'est ça? Oui, aussi. Donc, en plus des accompagnements, je fais partie de la commission formation, voilà, où on a à cœur de... Déjà, en premier lieu, quand la personne se présente, on va lui proposer une journée de sensibilisation pour qu'elle sache exactement quelles sont nos valeurs, quels sont nos objectifs, et pour qu'elle soit en accord avec cette association. Donc, c'est très important de participer à cette première journée pour savoir si on a envie de continuer, parce que, comme disait François, il y a quand même 4 week-ends de formation après, ça demande quand même un engagement. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que les gens soient bien au courant de ce que fait Jalmave. Et que cette personne soit en accord avec nos objectifs. D'accord. Et je vais juste préciser, à la fin de la formation, tous les futurs bénévoles rencontrent une psychologue pour faire le point, pour savoir si elle se sent apte et si la psychologue se sent apte. Pour pas. On a une responsabilité envers les personnes qu'on va rencontrer, mais aussi envers les personnes, les bénévoles, pour pas que ça soit trop déstabilisant pour eux aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce que des fois, les gens viennent en tant que bénévoles, mais avec un fardeau, et ils pensent se guérir en faisant de l'accompagnement, alors qu'avant de faire ça, il faut quand même faire un travail sur soi pour être en accord avec soi-même avant de pouvoir aider les autres. Ça peut réveiller des émotions enfouies. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est super intéressant. J'aimerais savoir comment et où se passe l'accompagnement des bénévoles au quotidien. Donc il y a différents lieux où on accompagne, essentiellement effectivement à l'hôpital, en EHPAD et quelquefois à domicile. Ah d'accord, à domicile aussi. Voilà. À domicile, il y a peu de demandes pour l'instant, mais on voudrait qu'il y en ait plus aussi. Voilà, mais ce coup-ci, il faut que les gens nous connaissent et viennent vers nous à ce moment-là. Autant à l'hôpital et à l'EHPAD, il y a des conventions avec les institutions et on va au-devant de la personne. À domicile, on ne peut pas. On ne va pas frapper aux portes. Oui, je pense que c'est important de dire qu'on ne va pas dans un établissement comme ça.
Oui. C'est qu'il y a une convention qui est signée et en accord avec la cadre de santé, on va aller Tout voir à fait. les personnes. Voilà. D'accord. Et donc, concrètement, enfin, donc moi qui accompagne en oncologie, donc les gens qui sont atteints d'un cancer, voilà, je frappe à toutes les portes. Déjà, là, on fournit ce qu'on appelle le tableau des mouvements, et donc on connaît le nom de la personne de la chambre. Donc, on frappe à la chambre, on se présente. Et effectivement, la personne a envie ou pas, ou a envie, est trop fatiguée, ne peut pas. Enfin voilà, c'est liberté. Et effectivement, du coup, on peut passer certaines personnes, effectivement, c'est non merci. Mais c'est toujours un accueil avec le sourire. Les gens sont quand même contents qu'on vienne. Oui, Voilà, c'est important, mais bon, soit ils ont vu du monde, soit ils sont fatigués, soit ils n'ont pas besoin. Enfin voilà, ça c'est voilà. Et sinon après, effectivement, ça peut être d'un quart d'heure à une heure, tout dépend comment la rencontre qui se fait avec la personne. Voilà. Et le particulier d'oncologie, c'est que les gens, ils restent pas très longtemps. Donc on voit 1, 2, 3 fois. Bon, il y a quelques personnes qui restent effectivement beaucoup plus, mais c'est pas la majorité. D'accord. Très bien. Voilà, et puis donc en EHPAD, tu peux parler un peu plus. Donc, moi, j'accompagne en EHPAD. Donc, en EHPAD, souvent, la cadre de santé va nous orienter vers les personnes qui viennent d'arriver, parce que souvent, elles ont besoin de... Beaucoup pensent qu'elles sont là contre leur gré, donc il va falloir un moment d'adaptation. Donc, on est là pour les écouter. Et puis, on va aussi voir les gens. Bien souvent, il y a des portes ouvertes. Donc, effectivement, on frappe aux portes et on se présente. Alors, souvent, on a effectivement des « non, merci, j'ai rien à vous dire ». Mais finalement, « ah, mais vous êtes qui vous ?» Alors, on se présente en tant que bénévole accompagnant. Et là, on instaure un dialogue. Souvent, on se met assis pour être à la même hauteur qu'eux. Oui. Voilà, pour qu'il y ait vraiment un vrai échange à niveau égal, hein, c'est important. Et puis, ça se fait naturellement. Et donc là, effectivement, en EHPAD, on est souvent amené à revoir les personnes. On arrive à sentir si elles ont encore besoin de parler ou pas. Donc, moi, je ne leur dis pas que je reviendrai la semaine prochaine parce qu'on ne sait jamais si on pourra vraiment revenir. Donc, je ne veux pas qu'il y ait d'attente. Mais en tous les cas, on essaie d'y retourner quand on peut. D'accord. Voilà. Très bien. Et par contre, j'ai une petite anecdote pour vous les... mais oui, bien sûr. Voilà. Effectivement, un jour, je suis allée voir une dame qui venait d'arriver, qui était très en colère d'être là. Et donc, je me suis présentée. Alors, elle me dit, mais vous êtes qui, vous Donc, je lui dis que je suis bénévole, que je ne suis ni soignante et je ne fais pas partie de l'EHPAD, mais que je peux lui offrir un peu de temps. Et donc, elle me dit, mais vous avez une carte, vous avez quelque chose Donc, je lui tends un petit feuillet pour lui dire... elle me dit, ah, Jalmal, c'est quoi? Alors, j'ai dit, jusqu'à la mort, accompagner la vie. D'habitude, on essaie de pas trop le dire parce que le fait qu'il y ait mort dedans, ça peut faire peur aux gens. Mais là, je sentais bien qu'avec cette dame, il fallait pas tricher. Hein. Fallait, d'ailleurs, en règle générale, on triche pas, mais on essaie d'éviter de dire le mot mort parce que. Et donc, cette dame a pris le papier, a lu et me dit, ah, alors vous serez là, je serai pas toute seule quand je vais mourir. Et je lui réponds, bah, si vous en avez envie, je pourrais être là. Et là, j'ai vu un grand sourire sur son visage. Elle était tellement contente de savoir qu'elle ne serait pas seule. C'est trop mignon. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est resté. Oui. Voilà. Donc, je suis retournée la voir régulièrement. Et puis maintenant, elle s'est adaptée, tout va bien. C'est super. J'espère qu'elle va bien, du coup. Oui, elle va très bien. Et donc, vous avez parlé à plusieurs reprises des personnes endeuillées. Et je souhaiterais savoir comment est-ce que vous les accompagnez, eux, plus spécifiquement. Oui, donc les personnes endeuillées, c'est vrai que quand on subit un deuil, souvent ça provoque un grand vide, un traumatisme. Et la famille n'est pas toujours apte à entendre la souffrance, la tristesse de sa mère, de son enfant, parce que la personne est déjà dans la tristesse et de prendre la tristesse de l'autre, c'est compliqué. Donc, ces gens-là peuvent se tourner sur l'association Jalmal.
Souvent, c'est des gens qui ont été voir sur Internet, qui ont trouvé notre numéro de téléphone, qui appellent et qui laissent un message, puisqu'on a quand même très peu de présence voilà, au local. Donc, qui laisse un message et cette personne va être appelée. Il va y avoir un premier rendez-vous pour voir, voilà, pour faire connaissance et puis pour parler du deuil. Et cette personne va pouvoir avoir des rencontres toute seule, mais aussi en groupe de parole. Ah oui, Voilà. on fait des groupes de parole aussi. De rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose, ça peut être un vrai soutien. Ah ben oui, bien sûr. Ça sent moins seul. Ben voilà. Donc nous, effectivement, on accueille, enfin, je dirais, les personnes endeuillées d'une façon généraliste. Bon, je voulais préciser aussi quand même que les personnes qui font cet accueil-là ont une formation en plus de la formation initiale. C'est une formation spécifique pour accueillir les personnes endeuillées. Voilà. Ah, d'accord. Là encore, on fait une formation. Là aussi, il y a un groupe de parole pour aider au quotidien. Voilà, ça c'est important. Effectivement, et toutes les personnes qui nous contactent sont rappelées et après on chemine avec pour savoir qu'est-ce qui est mieux, le groupe ou pas. Voilà. Et là, par exemple, il y a un groupe qui débute avec 12 personnes actuellement. Et spécificité, c'est un groupe fermé. C'est-à-dire pendant 10 mois, il y a 10 rencontres avec tout le groupe. D'accord. C'est pas un groupe, les gens qui viennent une fois, qui repartent, etc. Pour qu'il y ait un peu un sentiment de confiance. Voilà. Oui, tout à fait. On n'a pas du tout précisé quand même, dans tous les accompagnements, il y a la notion de confidentialité. Oui. Voilà, c'est important. On ne va pas... on garde ce que les gens nous disent, et même aux soignants, même aux autres familles, etc., on est tenu à garder ça secret. C'est capital, mais on oublie d'en parler. On oublie d'en parler, pourtant c'est quelque chose qui est très important. Même aux familles, on ne va pas aller leur raconter ce que la personne, ce que la maman a dit. Sauf si la personne dit, vous pouvez le dire, parce que la personne qui n'arrive pas à dire, qui peut, on peut servir entre guillemets de nous pour aider à dire, il y a dénouer des choses. Ça, mais il faut que ce soit bien spécifique et la personne qui demande. Là, par exemple, c'est, on va dire, une bénévole qui me racontait comment se trouve une situation particulière. Dans le même EHPAD, il y a la mère et la fille, et qui ne voulaient pas se parler et tout. Et grâce à son intermédiaire, ils ont réussi à se parler. Voilà. Mais c'était la demande l'une et de l'autre. C'est pas, non, allez, viens, je vais vous mettre ensemble. Oui, bien voilà. sûr. Mais c'est super. Tout est toujours dans le respect de l'autre. Tout à fait. Oui. Et même la confidentialité au niveau des bénévoles. Quand on a un groupe de parole, il y a des choses qui se disent parce qu'on a besoin de vider notre sac. Mais pour autant, une fois qu'on a ouvert la porte, ça se fait dans cette salle-là, et une fois qu'on a ouvert la porte, plus rien ne sort et chacun garde pour lui ce qu'il a été dit. D'accord. Donc c'est ici que vous faites beaucoup. Ah, super. Oui. On a la chance d'avoir ce local et pour faire la formation, pour accueillir les personnes. Oui, il est super. Puis vous avez plein de livres aussi à disposition des bénévoles. Qui ont l'air très intéressants en tout cas. Tout à fait, une bonne bibliothèque. Par rapport au deuil, je voulais juste dire qu'il y a d'autres associations qui font des accueils deuil. Il y a Écouti, qui est donc à Poitiers, qui est spécialisé dans le deuil pour les enfants. Les enfants qui souffrent d'une séparation, d'un décès. Voilà. Et il y a Jonathan Pierre Vivante, c'est le contraire, effectivement, c'est spécifique aux parents ou aux frères et sœurs quand il y a un enfant qui est décédé. D'accord. Voilà. Très bien. C'est important aussi de savoir qu'il y a d'autres associations un peu spécifiques qui existent sur Poitiers. D'accord. J'ai juste une petite question. Donc, vous, en général, vous accompagnez surtout des personnes âgées ou ça vous est déjà arrivé aussi d'accompagner des personnes plus jeunes Tout à fait, pas des enfants, mais effectivement, en cancérologie, il y a hélas des personnes jeunes qui sont atteintes, et voilà, il y a besoin aussi, voilà. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes jeunes. D'accord. Heureusement. Oui.
Mais effectivement, à l'hôpital, c'est tout âge. Et pareil pour les personnes endeuillées, c'est tous les âges. On n'a D'accord. pas d'âge pour être endeuillé, quoi. Oui, heureusement. Oui. Enfin, voilà. Très bien. Mais effectivement, les associations, c'est quand même pas le même accompagnement, l'adulte et l'enfant. Donc il faut c'est quand même mieux qu'il y ait quelque chose de spécifique. Oui, bien sûr. Mais bon, s'il y avait beaucoup de demandes pour enfants, il y aurait possibilité de groupes d'enfants. Les personnes sont formées aussi pour, mais ce n'est pas la spécificité de Jalmave Poitiers. D'accord. Et donc, alors vous avez parlé à plusieurs reprises des soins palliatifs. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs et auditrices ce que c'est? Donc les soins palliatifs, effectivement, c'est pour nous, c'est capital, c'est un peu le centre de notre accompagnement, mais il y a différentes façons d'aborder. Il y a à Poitiers une unité de soins palliatifs avec 10 lits qui accueille effectivement des personnes pas en fin de vie forcément. Parce qu'il faut savoir que les soins palliatifs, ça fait très peur, comme la mort et tout, mais il y a plus de la moitié des personnes qui sont accueillies dans cette unité-là qui retournent à domicile. D'accord. Voilà, ça c'est important de savoir, parce qu'effectivement, les soins palliatifs, je vais dire un peu la définition, là, sont des soins actifs et continus, pratiqués par une équipe pluridisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à sauvegarder la dignité de la personne malade, à soutenir son entourage. Ils prennent en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle. Voilà. C'est vraiment accueillir la personne dans sa globalité et pas dire « Ah non, ça ne m'appartient pas » et tout, et de soulager tout ce qui est effectivement souffrance, tous les symptômes difficiles, tout ce qui est isolement et tout, à tel point qu'effectivement, une fois qu'on est accueilli, ça redonne un souffle de vie. Voilà, on va dire ça comme ça. Ne veut pas dire qu'effectivement, il y a des personnes qui décèdent en soins palliatifs. Voilà, en unité, mais aussi il faut savoir que il y a dans différents services, comme en oncologie, il y a des lits identifiés soins palliatifs, où effectivement il y a un peu plus de personnel et il y a un accompagnement de soins palliatifs, et il y a ce qu'on appelle l'équipe mobile. Il y a 2 équipes mobiles, il y a une équipe qui sera intra-hospitalière, qui va effectivement dans les différents services pour soutenir, pour aider, et extra-hospitalière, quand effectivement une personne en a besoin en EHPAD, l'équipe mobile ou à domicile, soit sachant que l'EHPAD, c'est un lieu de domicile. Voilà. Les personnes qui sont en EHPAD ne sont pas hospitalisées, c'est leur domicile. Et donc, toute la loi, par exemple, il y a ce qu'il appelle un congé de fin de vie pour les personnes qui sont proches de personnes qui en fin de vie. Et ça peut être 2 fois 3 mois, pour dire que ça existe, mais à condition que la personne soit au domicile, pas si elle est hospitalisée. Donc soit c'est en EHPAD, soit effectivement dans son domicile d'origine. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'il y a possibilité que ce congé soit rémunéré pendant 3 semaines. Donc, là, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop. Ah oui, je ne connaissais pas, c'est intéressant à savoir. Et alors, ce qui est important dans les soins palliatifs, c'est que chaque personne qui travaille dans les soins palliatifs a son mot à dire. C'est-à-dire, comme c'est un accompagnement une prise en soin très globale, effectivement, ça peut être la personne qui fait le ménage qui a remarqué quelque chose selon la personne, et c'est peut-être elle qui aura la clé pour soulager la personne. Voilà, et ça, on ne compte pas ça dans les autres services à l'hôpital où c'est très hiérarchisé, effectivement. Bon, et chacun a son rôle particulier, que ce soit le ou la psychologue, le ou la médecin, l'infirmière, l'aide-soignante. Chacun apporte sa pierre. Il peut y avoir des kinés, des assistants sociales aussi. Enfin, voilà, tout contribue à de toute façon très fine et très particulière. C'est une médecine très, très pointue, contrairement à ce qu'on croit. On dit c'est de la sous-médecine, c'est pas intéressant, etc. À tel point qu'il y a peu de médecins qui s'engagent là-dedans, tout en sachant qu'effectivement,
dans tout le cursus des études de médecine, on sait qu'ils sont pas courtes, hein, c'est quand même... 8 ans, c'est beaucoup quand même. Il y a juste une demi-journée consacrée aux soins palliatifs. Ah oui. Donc, comment les gens peuvent... Il faut vraiment trouver une motivation autre dans la vie que dans la formation, quoi. Il y a un grand manque par rapport à ça. Moi, j'ai une petite question. Je crois ne pas avoir bien compris. Quelle est la pourquoi une personne est transférée en soins palliatifs? Est-ce qu'il y a une raison en particulier C'est quand les soins, les médicaments ne font... On est arrivé à la limite de ce que peuvent apporter les médicaments. D'accord. Donc, à ce moment-là, effectivement, la personne va être prise de façon globale parce que le fait de souffrir, elle va avoir le moral qui sera en berne, voilà, des choses comme ça. Et donc, dans les soins palliatifs, il va y avoir des gens qui auront un peu plus le temps, il me semble, de les écouter, de les rendre de nouveau vivants et non pas, c'est pas une personne qui est malade, c'est une personne à part entière. D'accord. Je voulais un peu parler de moi, ce que j'ai vécu, pas directement, mais avec mon ami, qui effectivement est arrivée en grande souffrance, elle était chez elle, et effectivement, il y avait la seule possibilité effectivement, d'aller en soins palliatifs, c'était au mois de juillet. Et c'était assez extraordinaire, c'est voilà, ce qu'elle a pu vivre de l'accompagnement. Un exemple, tous les soirs, l'équipe soignante emmenait son lit dehors, elle s'endormait à la Belle Étoile, et elle était rentrée après. Et voilà. Et elle a pu organiser dans les soins palliatifs un dîner avec tous les amis qu'elle avait, et on ne se connaissait pas forcément. Donc, elle nous a fait nous rencontrer toutes ces relations, et on a passé une soirée assez merveilleuse. Je veux dire, enfin voilà, et ça c'était dans les soins palliatifs, et elle a pu dire à ce moment-là, j'ai peut-être raté ma vie, mais je vais réussir ma mort. Ah. C'est quand même extraordinaire. Enfin, je tremble encore. Je vois d'avoir vécu ça. Enfin, voilà. Et ça, c'est la réalité des soins palliatifs. À chaque fois, bon, chacun est différent, chacun vit des choses différentes. Mais tout ce qui est possible, c'est fait. Toutes les familles, tous les amis sont accueillis au maximum. Voilà. Et je voulais dire, enfin, je vous inciter aussi. Il y a Costa Gavras, son dernier film s'appelle Le Dernier Souffle, et ça montre effectivement cette réalité des soins palliatifs. D'accord, je vais le marquer. Voilà, c'est sorti l'année dernière. Voilà, et franchement, c'est un peu ce que j'ai vécu avec mon ami. Voilà. D'accord. Et effectivement, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas d'une rupture, les soins curatifs et les soins palliatifs. Il y a les soins curatifs qui sont de moins en moins utiles, parce que ça arrive à ses limites, et les soins palliatifs qui prennent petit à petit. Quand on a un traitement de cancer et qu'on a plein de nuits qu'on ne peut pas manger, ne serait-ce que d'humidifier les lèvres et tout, c'est un soin palliatif. D'accord. C'est au sens que ça soulage, effectivement, ça ne guérit pas, mais ça soulage. Et on pourrait dire que quand on a une douleur et qu'on prend de l'aspirine, ça peut être un soin palliatif, on combat pas la cause de la douleur, mais on combat la douleur. Oui. Voilà, là aussi, voilà, donc c'est une question de degré. D'accord. J'aimerais savoir, donc là c'est une question plutôt personnelle, mais quel est votre positionnement par rapport à l'aide à mourir ? C'est une très vaste question, effectivement, et c'est un débat actuel, effectivement. Il y a une position personnelle et aussi la position de Jalmave, voilà. Déjà, on est choqué par le choix des termes. Oui, l'aide à mourir. Parce que l'aide à mourir, en vrai, c'est quand même le suicide assisté et l'euthanasie. C'est-à-dire que la société permet et organise la possibilité de se suicider, ou s'il y a une possibilité physique de le faire, de faire mourir. C'est pas la même chose de dire l'aide à mourir. C'est comme si on dit « Oh, c'est gentil, l'aide à mourir. » Qui va refuser une aide? Voilà. Mais quand on est dit c'est te tuer ou te permettre de se suicider, c'est déjà une autre façon d'aborder les choses. Et c'est pourtant la réalité. Il faut appeler un chat, quoi. C'est... D'accord.
Voilà. Et il faut savoir aussi que même si, effectivement, on dit les sondages, il y a soit 70-80 personnes de gens qui sont pour l'aide à mourir, parce qu'on va quand même utiliser le terme, je dirais, officiel, voilà. Dans la réalité, peu de monde persiste après un passage aux soins palliatifs. Il n'y a que 0,3% de personnes qui persistent dans leur demande. D'accord. Quand on est Donc, c'est accompagné, vraiment très- parce qu'on a tellement peur de souffrir, de ne pas être accompagné, de perdre sa dignité, justement, mais plutôt l'estime de soi, voilà, qu'on se dit, autant finir tout de suite, quoi. Oui, bien Et sûr. puis, une fois qu'on est dans la situation, qu'on est réellement accompagné, eh ben, voilà, on se dit, quand même, la vie, c'est bien quand même. Voilà, en gros, c'est ça. Enfin, que la société permette et organise donc le suicide assisté et l'euthanasie, ça, je trouve qu'il y a beaucoup de risques et ça nous fait peur. D'accord. Parce qu'effectivement, en parallèle, les gens disent, effectivement, on va augmenter les soins palliatifs, parce qu'actuellement, ça fait quand même 20 ans que la loi existe et que permet à chacun, normalement, d'avoir accès aux soins palliatifs. On sait que dans la réalité, il n'y en a que la moitié qui ont réellement accès. Donc déjà, ça pose problème. On dit, on va augmenter, pas de souci. Mais on sait, la réalité, on est en période de restriction budgétaire, voilà, ce que je disais au niveau des études de médecine, il n'y a aucune culture des soins palliatifs. Voilà, donc effectivement, comment inciter les gens à aller travailler dans les soins palliatifs, c'est vraiment des convictions très personnelles qui fait ça. Et puis quand on sait qu'effectivement, le suicide assisté, c'est quand même nettement moins coûteux que les soins palliatifs, qui demandent beaucoup de personnel, beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité. Voilà. Et puis une question que se posent tous les soignants, qui c'est qui va pousser la seringue ? Qui c'est qui va donner le produit ? Oui, c'est vrai que ça, on oublie facilement ça, parce qu'effectivement, les gens qui travaillent en soins palliatifs, c'est pour accompagner la vie, c'est pour soulager la douleur, et leur demander de tuer les gens, c'est pour la plupart pas possible. Alors, demander à d'autres personnes de faire que ça, c'est quand même aussi difficile. Donc, la loi actuelle ne pose pas cette question-là. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que c'est pour l'instant, la loi essaie d'encadrer au maximum les possibilités d'avoir accès. On sait que ça a toujours tendance à s'élargir. Et des personnes âgées qui se sentent seules, inutiles, et un poids pour les proches et pour la société, est-ce qu'un jour, ils ne vont pas avoir accès aussi au suicide assisté, et qu'on ne va pas, même si on ne va pas leur inciter en disant « Allez, papy, mamie, voilà », mais c'est eux-mêmes qui vont se sentir et qui vont demander. Et ça nous fait très peur. Voilà. Mais après, effectivement, on ne va pas juger les personnes qui, effectivement, parce qu'elles sont en grande souffrance et tout, qui demandent, et ça, on continuera, nous, à les accompagner jusqu'au bout aussi. Voilà, c'est important voilà, nous, on n'est pas là pour juger la personne, on a des craintes au niveau sociétal général, que la solidarité, pour nous, c'est accompagner, c'est pas tuer, et voilà, c'est... D'accord. Voilà. Et donc, toi, Edith, tu as aussi le même point de vue Oui, bien sûr. Oui, effectivement, on sait qu'une loi évolue toujours. Et aujourd'hui, on part d'une loi à peu près encadrée. Mais que deviendra l'avenir, en sachant qu'il y a des pays qui ont déjà bien évolué sur cette chose-là. Et on pense que c'est beaucoup de dérapage. C'est les pays, c'est la Belgique, il me semble. La Belgique, la Suisse... Le Canada. L'Oregon. Voilà, quelques États d'Amérique. Et oui, et est-ce que c'est mourir dans la dignité que de donner la mort à quelqu'un ? C'est vrai que c'est une question à se poser. Ça pose des grandes questions, en tout cas. Chacun met la dignité à un degré différent. Mais nous, on pense que de mourir entouré, c'est aussi digne que mourir dans la dignité en choisissant le suicide assisté. Très bien.
Bon, merci beaucoup. En tout cas, c'est très émouvant. Et c'est très intéressant aussi. C'est des questions que tout le monde ne se pose pas forcément. Alors, juste pour finir, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on pourrait joindre l'association. Donc, si on souhaiterait être bénévole, par exemple, ou même si on voudrait juste s'informer à propos de l'association. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site internet? Alors, moi, par exemple, quand j'ai voulu accompagner, voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais très envie d'accompagner les personnes qui étaient isolées. Donc, je suis allée voir sur Internet. Et là, j'ai trouvé le site de la fédération, qui est très bien fait, où on peut trouver, qui répond à toutes nos questions, franchement, qui est très facile d'accès. Et puis aussi, on a un site Poitiers, Jalmalve Poitiers. Voilà. Et on peut nous téléphoner, nous téléphoner, laisser un message, on les rappelle. Vous voulez le numéro de téléphone? Oui, on veut bien. Alors, c'est le 05 49 46 90 71. Et là, vous pouvez laisser un message et on vous rappellera. Et on peut aussi se déplacer, on a des permanences dans le local, le CO 16, rue Alphonse Daudet à Poitiers, tous les mardis de 5h30 à 7h. En étant bénévole, ça nous apporte beaucoup de joie. On a l'impression que c'est quelque chose de triste, alors que quand on sort d'une après-midi d'accompagnement où on a pu redonner le sourire, où on a pu voir des petits yeux qui pétillent parce qu'on a laissé un peu de nous-mêmes quand même à ces gens. Et Bien sûr. voilà. Donc nous, ça nous remplit de joie. Et moi, ça me rebooste pour la semaine d'après. Voilà. C'est super. On a toujours envie d'y retourner parce que c'est vrai que quand on parle de Jalmalve, les gens nous disent « Ah, mais c'est triste ce que vous faites. » Je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas le faire souvent. Il ne faut pas oublier que nous sommes quand même formés. Bien donc, sûr. effectivement, on arrive à prendre du recul, on peut venir au groupe de parole, mais ça apporte énormément de joie. Ça apporte de la joie. Puis moi à chaque, enfin, pas chaque fois, mais souvent, je me retrouve enrichi de la vie de la personne que j'ai rencontrée. Voilà, ça m'enrichit beaucoup. Et en même temps, je donne et je reçois autant. Bien sûr, mais on apprend toujours des autres. Exactement, mais c'est capital. J'ai une question un peu personnelle. Vous me direz si vous voulez que je le mette ou pas. Oui. Est-ce que votre rapport à la mort a changé depuis que vous êtes adhérent à cette association? Est-ce qu'elle vous fait aussi peur? Alors moi, je suis venue à Jalmalve parce que je n'ai pas peur de la mort. C'est quelque chose qui ne m'a jamais fait peur. Ceci dit, j'ai une toute petite famille et je n'ai jamais été confrontée à la mort d'un proche dans la famille, puisque j'ai encore mes parents. C'est super. Donc, voilà. Mais pour autant, ma mort ne me fait pas peur. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'avais envie d'accompagner les personnes âgées, parce que je peux facilement parler de la mort. D'accord. Voilà. Mais c'est une bonne chose. Moi, je dirais que la mort me fait toujours peur, mais justement, c'est d'être... C'est ça, pour moi, d'accompagner les personnes et de parler de la mort, ça aussi, c'est une question de réassurance aussi. Enfin, voilà, je touche ce qui me fait peur pour en avoir moins peur. C'est un peu une thérapie, quoi. En même temps, quand je dis effectivement, je le trouve enrichi. Enfin voilà, c'est effectivement comme effectivement pendant toute mon enfance, voilà, la mort, fallait pas en parler. Enfin voilà, je trouve ça important d'en parler. Et maintenant, enfin, faut pas dire que ça me fasse très peur, mais en même temps, au fond de moi, je sais que voilà, c'est pas, j'y vais pas tranquillement. Oui, bien sûr. Mais bon, pour l'instant, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est pas parce que j'ai pas peur de la mort que j'ai envie d'y aller maintenant. Hein. Oui, bien sûr. On a le temps pour autant. Hein. Je te le souhaite. Oui. Voilà. Très bien. Donc, je voulais vous dire que si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en savoir plus, on a édité pour les 30 ans de Jalmalve Poitiers un recueil où certains bénévoles ont eu envie de raconter
un accompagnement. Voilà. Donc le livre s'appelle Fin de vie, fin F-A-I-N, jusqu'au bout. Voilà. Donc il y a un peu d'historique de Jalma Poitiers et des recueils, des témoignages, de très beaux témoignages. Ah, c'est super. C'est un livre qui est en vente à l'association. Voilà. Donc on peut les trouver ici, c'est Oui, ça oui. Et c'est vrai que ça nous permet de toucher, de concrétiser les accompagnements. D'accord. Et c'est des témoignages qui sont très différents les uns des autres, donc c'est assez enrichissant. Voilà. Et puis je voulais vous dire aussi que si vous avez du temps à offrir, de l'empathie et envie de donner du sens à votre vie, vous pouvez nous rejoindre à l'association Jalmalve. On a besoin de toutes les bonnes volontés. Tout à fait. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour ces 40 minutes d'épisode. C'est nous qui remercions aussi. Merci, Il n'y a pas de quoi. Et donc, est-ce que vous avez peut-être un petit mot de fin à dire aux auditeurs, auditrices? Ou pas forcément, formuler une petite phrase. Moi, je dirais que la vie est belle jusqu'au bout. Ouais. Oui. Elle mérite d'être vécue. Mais moi, je dirais que aussi le fait de se retrouver avec plein de personnes bénévoles, ça nous donne aussi de l'énergie et ça nous apporte beaucoup. Donc, le partage et d'œuvrer tous dans le même sens, je trouve que c'est assez enrichissant.